Les lèvres du garçon prirent une teinte violette, tandis que son corps se convulsait, pendant que 280 médecins restaient impuissants autour de son lit. Le père milliardaire pleurait en silence lorsqu'une fillette de 8 ans, vêtue d'une robe passée et de baskets usées, entra discrètement, remarqua quelque chose que personne d'autre n'avait vu et murmura 3 mots qui allaient à tout changer. Les moniteurs émettaient un bip incessant dans la suite luxueuse de l'hôpital Saint-Michel à Paris. Le petit Alexandre Moreau, âgé de 6 ans, gisait immobile sur le lit. Son frêle corps perdu au milieu du matériel médical, dernier cri. Ses lèvres viraient au violet inquiétant. Une écume pâle se formait au coin de sa bouche, et des cernes sombres creusaient ses yeux autrefois si vifs, tandis que sa poitrine se soulevait de façon irrégulière. À côté de lui, Guillaume Moreau, magnate de la technologie et l'un des hommes les plus riches de France, s'était affaissé dans un fauteuil en cuir, le costume froissé et la barbe naissante, épuisé. « Monsieur Moreau », murmura le docteur Hernandez. Le 280e spécialiste a examiné Alexandre. Nous avons consulté tous les pédiatres les plus réputés du pays et réalisé tous les examens imaginables. Mais nous restons incapables d'identifier la cause de son état. Les yeux rougis de Guillaume s'illuminèrent d'une colère contenue. Vous voulez me faire croire qu'avec tous vos diplômes et vos appareils sophistiqués, personne ici n'est capable de comprendre ce qui arrive à mon fils de 6 ans. J'ai versé des millions à cet hôpital. L'argent ne crée pas un diagnostic à partir de rien, répondit calmement le docteur. Nous faisons face à une pathologie extrêmement rare, dont les symptômes ne correspondent à aucune maladie connue. Une infirmière entra, vérifia les constantes d'Alexandre, ajusta la perfusion et annonça qu'elle envoyait les analyses à l'Institut Pasteur pour des tests complémentaires. Guillaume acquiesça machinalement. 2 semaines plus tôt, Alexandre était encore un petit garçon plein d'énergie, passionné de dinosaures et de construction en Lego. À présent, il dérivait lentement tandis que les meilleurs esprits médicaux du pays demeuraient impuissants. Peut-être devrions-nous envisager un traitement expérimental, proposa le docteur Weber, neurologue pédiatrique, renommé venu de la Pitié-Salpêtrière. Vous voulez faire de mon fils un cobaye? S'emporta Guillaume. À ce stade, répondit Weber, nous n'avons plus d'options conventionnelles. Un tumulte soudain à l'extérieur détourna leur attention. On entendit une femme s'excuser. Je suis désolé, je lui avais dit d'attendre dehors, mais elle s'est échappée dès que j'ai tourné le dos. La porte s'entr'ouvrit et une petite silhouette se glissa dans la chambre. Une fillette d'à peine 8 ans, les yeux brillants et les tresses défaites, vêtue d'une robe bleue passée et de vieilles baskets. « Excusez-moi, vous ne pouvez pas être ici », tenta de l'intercepter le docteur Hernandez, mais l'enfant s'était déjà approché du lit. « Ses lèvres sont violettes », dit-elle simplement, « et il y a du violet dans sa salive aussi. »« Sécurité !» lança Weber. Une femme en uniforme de ménage entra précipitamment. « Émilie, je t'avais dit de rester en salle de repos !» s'écria-t-elle en saisissant la main de la fillette. « Je vous présente mes excuses, monsieur Moreau, c'est ma fille. J'ai dû l'emmener, son centre périscolaire étant fermé. » Guillaume ne semblait pas les remarquer, les yeux toujours rivés sur son fils. « Maman, » dit Émilie en tirant la manche de sa mère. « Regarde le médicament du garçon. C'est ça qui le rend malade. » Le silence tomba sur la pièce. « Qu'a-t-elle dit ?» demanda Guillaume en se redressant. « Rien, monsieur, je vous prie de m'excuser. » balbutia la femme de ménage, Maria Fernandes, en voulant entraîner sa fille vers la sortie. « Attendez, laissez-la parler. » Émilie désigna la poche de perfusion. « Ce médicament-là? Mon voisin a eu le même problème avec son chien quand il a mangé des baies violettes dans le jardin de Madame Dupont. Le vétérinaire a dit que c'était toxique. »« Toxique? Une intoxication ?» répéta Hernandez, sceptique. « Oui, et le pipi du chien avait une drôle de couleur aussi.
ajouta la fillette avec le sérieux désarmant d'un enfant. Le docteur Weber s'apprêtait à les faire sortir quand Guillaume leva la main. « Stop !» Il se tourna vers Hernandez. « Avez-vous vérifié les réactions médicamenteuses, les interactions possibles? »« Bien sûr, mais, » répondit le médecin. « En fait, » interrompit l'infirmière, « nous avons ajouté hier un nouvel antibiotique à son traitement, suspectant une infection secondaire. » Hernandez consulta le dossier. « L'incomycine, c'est parfaitement standard. »« Revérifiez, » exigea Guillaume d'un ton ferme. « Revérifiez tout. » Pendant que l'équipe médicale se penchait sur les dossiers, Émilie chuchota à sa mère. Le chien allait mieux quand ils ont arrêté le médicament et qu'ils lui ont fait un traitement spécial pour nettoyer son sang. Guillaume avait entendu. Il fixait cette étrange fillette aux vêtements usés, entrée par hasard dans la chambre de son fils et qui venait pourtant de remarquer ce que 280 spécialistes avaient manqué. Aucun d'eux ne savait encore que cette rencontre fortuite allait changer à jamais le destin de leur vie. Le réveil de Maria Fernandez sonna à 4h30 du matin. Elle l'éteignit aussitôt, veillant à ne pas réveiller Émilie ni les autres enfants, encore endormis dans leur petit appartement de 2 pièces à Saint-Denis. L'aube printanière était encore loin lorsqu'elle sortit du lit, le dos douloureux, à force de passer ses journées à récurer les sols de l'hôpital. Dans la cuisine, elle lança la cafetière, un luxe qu'elle s'autorisait malgré un budget serré. Et pendant qu'elle préparait le déjeuner d'Émilie pour l'école, son regard se posa sur le collage de bulletins parfaits et de diplômes scolaires collés au réfrigérateur. Un sourire mêlé de fierté et de tristesse traversa son visage. Le génie d'Émilie restait un mystère. Il ne venait sûrement pas d'elle, ni de son père, Roger Fernandez, qui les avait quittés 4 ans plus tôt quand la fillette n'avait que 4 ans. Gaspiller l'argent pour une école de riches, s'était-il moqué avant de partir. À quoi bon? Elle finira par laver des sols comme toi. Le souvenir piquait encore, mais Maria lui avait prouvé le contraire. Malgré 2 emplois, elle avait réussi à faire tester Émilie et à l'inscrire dans un programme spécial pour enfants surdoués. La bourse couvrait la plupart des frais, mais le reste mettait leur budget à rude épreuve. « Maman !» Émilie apparut dans l'encadrement de la porte, déjà tout habillée malgré l'heure. À 8 ans, elle était menue pour son âge, avec des yeux vifs qui semblaient de tout absorber. « Ma petite chérie, pourquoi es-tu déjà debout ?» demanda Maria en la serrant dans ses bras. « J'ai fini mon projet de science et je veux le revoir avant l'école, » répondit Émilie d'un ton sérieux. Et puis, Madame Petit va annoncer aujourd'hui les finalistes du concours régional. Maria hocha la tête, dissimulant son inquiétude. Le projet d'Émilie sur la purification de l'eau était brillant, mais le concours impliquait un déplacement qu'elle n'avait pas les moyens de payer. « J'ai entendu ta toux cette nuit, » ajouta Émilie après un silence. « Tu es encore malade? »« Juste fatiguée, ma vie, » mentit Maria. En vérité, elle repoussait depuis des semaines une visite chez le médecin. Sans assurance santé ni congé maladie, elle n'avait pas le choix. Émilie fronça les sourcils, peu convaincue. « Tu devrais prendre ta température. La détection précoce améliore beaucoup les chances de guérison. » Maria rit malgré elle. « Où as-tu appris à parler comme ça? »« Dans un journal médical à la bibliothèque, » répondit Émilie en haussant les épaules tout en versant des céréales dans un bol. « Tu savais que le corps humain compte plus de 37 000 milliards de cellules? » C'était typique d'elle. Absorber le savoir comme une éponge et tout retenir. Ses professeurs disaient qu'elle avait un esprit unique en une génération. Le téléphone de Maria vibra. Un message de sa supérieure. « Rosa est malade. Besoin que tu prennes son service après le tien. » Double paix. Elle soupira. Encore une journée de 16 heures. Ce qui signifiait qu'Émilie devrait aller chez sa sœur aînée Lucie après l'école. « Changement de programme, ma fille. Tu iras chez Lucie cet après-midi. » Le visage d'Émilie s'assombrit. « Mais maman,
Elle n'a pas de livre et elle ne veut jamais m'emmener à la bibliothèque. Je sais, je suis désolé, mais je dois travailler tard. Ce n'est pas grave, répondit Émilie avec une maturité désarmante. J'emporterai des livres, en plus de l'école. Maria sentit la morsure familière de la culpabilité. Pendant que d'autres enfants de son âge jouaient dehors, Émilie passait son temps à lire, à faire ses devoirs ou à s'occuper de son petit frère Miguel quand il ne fréquentait pas la maternelle. Un jour, tout sera différent, promit Maria, comme elle le faisait chaque matin en quittant l'appartement. Dans le couloir, Madame Gauthier, leur voisine infirmière, partait pour son service. « Émilie, ma petite génie, j'ai besoin de toi », lança-t-elle. « Mon petit-fils a un devoir de maths que je ne comprends pas du tout. » Émilie sourit, ravie d'aider. En quelques secondes, elle repéra l'erreur dans l'équation et l'expliqua si clairement que même les adultes comprirent. « Cet enfant a un cerveau incroyable », s'émerveilla Madame Gauthier. « Elle devrait enseigner à Polytechnique, pas vivre dans cet immeuble sans ascenseur. » Maria hocha la tête, partagée entre fierté et inquiétude. Sa fille méritait des chances qu'elle ne pouvait lui offrir. Quelques heures plus tard, Maria frottait les sols de l'hôpital Saint-Michel lorsqu'une chef de service s'approcha. « Maria, j'ai besoin que tu nettoies la suite VIP du service pédiatrique. Le fils d'un milliardaire est malade et il se plaint de tout. » « Mais d'habitude, c'est Rosa qui s'en occupe, » protesta Maria. « Rosa n'est pas là et tu es la plus méticuleuse. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de ton secteur habituel. » Maria prit son chariot et monta vers le service pédiatrique, loin d'imaginer qu'elle marchait vers une rencontre qui allait bouleverser à jamais le destin de sa famille. Le lendemain matin, la chambre d'Alexandre Moreau à l'hôpital Saint-Michel bourdonnait d'une activité fébrile. Le docteur Hernandez se tenait au pied du lit et expliquait à Guillaume ce qu'ils avaient découvert. « Il semble qu'Émilie avait raison », admit-il à contre-cœur. « Alexandre fait une réaction sévère à la lincomycine. C'est extrêmement rare, moins de 0,1% des patients, mais les symptômes correspondent parfaitement. » Guillaume, le regard fixé sur le corps immobile de son fils, demanda d'une voix dure. « Et maintenant ?» « Nous avons arrêté l'antibiotique et commencé une plasmaphérèse pour filtrer son sang. Les premiers résultats sont encourageants. La fonction rénale s'est déjà améliorée de 15%. » Guillaume hocha la tête, l'esprit ailleurs. « Trouvez la femme de ménage et sa fille, dit-il. Je veux les remercier personnellement. » Pendant ce temps, dans une petite salle de classe à l'autre bout de la ville, Émilie Fernandez était assise à son pupitre, l'esprit bien loin de la leçon de mathématiques, trop facile pour elle. Elle pensait au garçon aux lèvres violettes. Pendant le service de sa mère, elle s'était échappée de la salle de repos où elle devait attendre et avait erré dans les couloirs avec son dernier livre de la bibliothèque sur l'anatomie humaine. Fascinée par les équipements médicaux, elle avait observé à travers les portes entr'ouvertes jusqu'à apercevoir la chambre remplie de médecins. Le garçon lui avait rappelé le chien de M. Petit après qu'il eut mangé des baies toxiques. La similitude lui avait paru évidente. « Émilie Fernandez !» La voix sèche de l'enseignante la ramena brusquement à la réalité. « Puisque tu n'as visiblement pas besoin de suivre ma leçon sur les fractions, tu vas peut-être résoudre ce problème pour la classe. » Sur le tableau figurait une équation complexe que les élèves ne devaient pas aborder avant l'année suivante. Une tentative évidente de la rabaisser. Émilie se leva, s'approcha du tableau et résolut le problème sans hésiter, ajoutant même une formule plus efficace. « Cette méthode économise 2 étapes », expliqua-t-elle calmement. Le visage de la professeure se crispa. « Retourne t'asseoir, Émilie. » En regagnant sa place, elle entendit un camarade murmurer derrière elle. Frimeuse, cerveau d'extraterrestre. Elle garda les yeux fixés sur son cahier, habituée aux moqueries. Son intelligence l'avait toujours isolée. Lorsque la cloche sonna,
Émilie fut surprise de voir sa mère l'attendre devant l'école, au lieu d'être à l'hôpital. « Maman, que fais-tu ici ?» Maria semblait nerveuse, lissant sans cesse sa jupe d'uniforme. « L'hôpital m'a donné l'après-midi. C'est à propos du petit garçon que tu as aidé hier. Son père veut nous rencontrer. »« Tu es en colère contre moi ?» demanda Émilie, inquiète. « Non, ma chérie, il pense que tu as fait quelque chose d'important. » Maria regarda sa montre. « Une voiture va venir nous chercher. Une voiture de luxe. » À cet instant, une berline noire brillante s'arrêta devant le trottoir. Le chauffeur en uniforme ouvrit la porte. « Madame Fernandez, Mademoiselle Émilie, Monsieur Moreau vous attend. » Les autres élèves restèrent bouche bée, tandis que mère et fille montaient dans l'habitacle de cuir. La mâchoire du petit Thomas se décrocha presque, ce qui fit sourire Émilie malgré sa nervosité. À l'hôpital, elles furent conduites directement vers l'Elvi-Ipoy. Alexandre était assis sur son lit, un peu de couleur revenue à ses joues, jouant sur une tablette. Guillaume Moreau se leva dès qu'elles entrèrent. « Tu dois être Émilie, » dit-il d'une voix plus douce que Maria ne l'aurait cru. « Tu as sauvé la vie de mon fils. »« Pas vraiment, » répondit la fillette. « Je me suis juste souvenu d'un article que j'avais lu sur les réactions médicamenteuses et les toxines. »« Ne sois pas si modeste, » insista Guillaume. Les médecins ont confirmé qu'il s'agissait d'une réaction rare à l'antibiotique. Les reins d'Alexandre étaient en train de céder. Si tu n'avais rien dit, sa voix se brisa. Alexandre leva les yeux de sa tablette. « Papa dit que tu es super intelligente. Tu aimes Minecraft ? » « J'en ai entendu parler, mais je n'y ai jamais joué, » avoua Émilie. « Jamais joué à Minecraft ?» s'écria Alexandre scandalisé. « Papa, elle n'a jamais joué à Minecraft. » Guillaume éclata de rire, le premier véritable rire depuis des semaines. « Eh bien, il va falloir arranger ça. » Puis, se tournant vers Maria, « Madame Fernandez, j'aimerais vous parler, une manière d'exprimer ma gratitude. » Maria se raidit. « Ce n'est pas nécessaire, Monsieur Moreau. N'importe qui aurait fait la même chose. »« Mais personne ne l'a fait, » répondit-il fermement. « Votre fille a remarqué ce que 280 spécialistes ont manqué. Une telle intelligence mérite d'être encouragée. » Pendant que les adultes discutaient, Émilie s'approcha du lit. « Je peux voir ton jeu ?» demanda-t-elle. Alexandre hocha la tête avec enthousiasme et lui fit de la place. En quelques minutes, ils bavardaient comme de vieux amis. Alexandre lui montrait comment construire dans son monde virtuel, tandis qu'Émilie lui suggérait des designs plus efficaces. « Papa !» s'écria Alexandre. « Émilie est encore meilleure que moi, et elle n'y a jamais joué. » Guillaume les regarda, pensif. Alors Guillaume se tourna de nouveau vers Maria, une détermination nouvelle dans le regard. « Madame Fernandez, j'aimerais créer un fonds éducatif pour Émilie. Les meilleures écoles, les meilleurs professeurs particuliers, tout ce dont elle aura besoin pour développer son potentiel. » Maria eut un hoquet de stupeur. « Monsieur Moreau, je ne pourrais pas accepter. »« J'insiste, » l'interrompit-il fermement. « L'argent n'a aucune valeur comparé à ce que votre fille a fait. Alexandre est tout ce qu'il me reste depuis la mort de sa mère. » Tandis que cette conversation capable de changer une vie se poursuivait, aucun des adultes ne remarqua l'infirmière qui quitta discrètement la chambre, téléphone à la main. « Tu ne devineras jamais qui est à l'hôpital » chuchota-t-elle avec excitation. « La fille surdouée de la femme de ménage, celle qui a sauvé le fils Moreau. Le milliardaire leur offre une fortune. » De l'autre côté de la ligne, un homme se redressa brusquement, les yeux plissés. « Une enfant surdouée, dis-tu? Raconte-moi tout. » 3 mois plus tard, Émilie Fernande restait figée dans le hall de marbre du siège de la Fondation Moreau à Paris, serrant contre elle sa lettre d'admission à l'Académie Westfield, le lycée privé le plus prestigieux de France. À ses côtés, Maria lui serrait l'épaule pour la rassurer.
paraissant aussi déplacée qu'elle dans ce temple du luxe. « Souviens-toi, ma chérie, tu mérites d'être ici, murmura-t-elle. Ton intelligence t'y a conduite. » Émilie acquiesça, sans y croire complètement. Les 3 derniers mois avaient été un tourbillon. Guillaume Moreau n'avait pas seulement offert une bourse. Il avait créé un véritable fonds d'éducation pour elle, engagé des professeurs particuliers pour la préparer aux examens d'entrée, et même versé une allocation permettant à Maria de réduire ses heures de travail afin de soutenir sa fille. « Madame Fernandes, Émilie !» La voix de Guillaume résonna dans le vaste hall, tandis qu'il s'avançait vers elle, impeccable dans son costume sur mesure. Derrière lui trottinait Alexandre, désormais complètement rétabli et rayonnant à la vue d'Émilie. « Alors, tu as été acceptée ?» demanda-t-il en sautillant. Émilie hocha la tête avec un petit sourire. « Oui, évidemment qu'elle a été acceptée », s'exclama Guillaume en riant. « Elle a obtenu le meilleur score de toute l'histoire de l'école. » Le proviseur a failli faire une syncope en voyant les résultats. Maria, encore intimidée, baissa la voix. « Je ne comprends toujours pas pourquoi vous faites tout cela, monsieur Moreau. La bourse aurait été déjà bien généreuse. » Le visage de Guillaume se fit grave. « Soyons francs, madame Fernandes. Mon entreprise investit dans l'avenir, la technologie, l'innovation, les idées qui changent le monde. Émilie possède ce potentiel. Ce n'est pas de la charité, c'est le meilleur investissement que je puisse faire. » Alexandre ajouta fièrement. « Et puis, c'est ma copine. Papa dit que j'ai besoin d'amis plus intelligents que moi. » Émilie éclata de rire, la tension s'évanouissant. Alexandre avait le don de tout simplifier. Guillaume les invita à le suivre dans son bureau, où un contrat les attendait sur son bureau de verre. « J'ai créé un poste pour vous à la Fondation, madame Fernandes, coordinatrice des actions communautaires. Les horaires correspondront à ceux d'Émilie et le salaire est conséquent. » Maria regarda la somme inscrite sur le papier, les mains tremblantes. C'était 5 fois ce qu'elle gagnait en nettoyant les hôpitaux. « Mais je n'ai pas les qualifications pour ça, » protesta-t-elle. « Vous avez élevé Émilie, » répondit Guillaume. « C'est une qualification suffisante. Et surtout, vous comprenez des réalités que personne dans mon milieu ne connaît. Nous avons besoin de ce regard. » Pendant que Maria parcourait le contrat, Émilie s'approcha de la fenêtre, contemplant la vue sur les toits de Paris. 3 mois plus tôt, elle résolvait des équations dans une petite salle de classe où on la traitait de cerveau bizarre. Désormais, elle allait intégrer la plus prestigieuse école du pays, soutenue par un milliardaire. « C'est comme un rêve », murmura-t-elle. « Et ce n'est pas fini », dit Alexandre en la rejoignant. « Papa nous prête son appartement près de l'école. Comme ça, vous n'aurez pas à faire 2 heures de trajet chaque jour depuis Saint-Denis. » Émilie se retourna, stupéfaite. « Quoi? Maman, tu étais au courant? » Maria leva les yeux du contrat, tout aussi surprise. « Monsieur Moreau, c'est beaucoup trop. »« C'est simplement pratique, » répondit Guillaume. « L'appartement est vide la plupart du temps. Le programme de Westfield est exigeant et Émilie a besoin de repos, pas de trajet interminable. »« Et Miguel? Et Lucie ?» demanda Émilie, pensant à son petit frère et à sa grande sœur. « Il y a de la place pour tout le monde, » assura Guillaume. « L'appartement a 4 chambres. Je pensais que votre famille entière y serait plus à l'aise. » Les yeux de Maria se remplirent de larmes. Ce n'était plus de la gratitude, c'était une transformation complète de leur vie. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Dites oui, » répondit Guillaume simplement. « Alexandre et moi avons déjà perdu assez de temps à attendre la permission de revivre après la mort de sa mère. Ne perdez pas le vôtre. » Ce soir-là, tandis qu'Émilie rangeait leurs quelques affaires dans l'appartement modeste de Saint-Denis, sa sœur Lucie, 16 ans, entra en claquant la porte. « Alors quoi? On est devenus des cas sociaux maintenant ?» lança-t-elle d'un ton amer.
Prendre l'aumône d'un riche, c'est ça notre avenir maintenant, lança Lucie, les bras croisés et le regard plein de reproches. Ce n'est pas de la charité, répliqua Maria d'une voix ferme. C'est une opportunité pour Émilie, pour nous peut-être. Lucie leva les yeux au ciel. L'enfant prodige, la petite génie. Et moi, alors, je ne suis que la fille de secours, celle qui n'a pas été assez intelligente. Lucie, s'exclama Maria choquée. Émilie, qui tenait un livre dans les mains, se figea. Les mots de sa sœur la frappèrent en plein cœur. Elle avait toujours su que Lucie lui en voulait un peu pour ses cours spéciaux et l'attention qu'elle recevait. Mais jamais encore elle ne l'avait entendu dire ces choses-là. « Ce n'est pas juste », continua Lucie, la voix tremblante de colère. Émilie obtient tout sans effort, juste parce qu'elle a eu de la chance avec son cerveau, pendant que moi, je me tue à la tâche à la fac et que je n'avance pas. « Monsieur Moreau a parlé de stage dans son entreprise », murmura Émilie timidement. « Je pourrais lui demander pour toi. »« Je ne veux pas de ta pitié », répliqua Lucie sèchement, avant de détourner les yeux, aussitôt pleine de remords. « Désolé, monsieur, ce n'est pas ta faute. C'est juste, tout change tellement vite. » Maria poussa un soupir et attira ses deux filles contre elle. Le changement fait peur, mais cette fois, c'est une bonne chose pour nous tous. Tandis qu'elles continuaient à faire leur carton, aucune ne remarqua la voiture garée de l'autre côté de la rue. À l'intérieur, un homme observait l'immeuble avec attention, prenant parfois des photos avec son téléphone. Lorsqu'il en eut assez, il envoya un message. « Je les ai trouvés. Les filles sont des génies reconnus, et il semble qu'elles aient les bien réussi. Il est temps de reprendre contact avec ma famille. » 6 mois plus tard, Émilie Fernandes, âgée de 12 ans, se tenait devant le tableau de sa classe de physique, avancée à l'Académie Westfield. Elle expliquait un théorème complexe, avec une clarté telle que même le professeur prenait des notes. La plus jeune élève jamais admise dans la filière scientifique supérieure, elle n'était plus une curiosité pour ses camarades. Tous la respectaient et sollicitaient son aide pour leur groupe d'études. « Excellent travail, mademoiselle Fernandez », déclara le professeur Winter lorsqu'elle regagna sa place. « Votre approche de l'intrication quantique est d'une remarquable intuition. » Émilie sourit, gênée. Malgré ses succès, la transition n'avait pas été facile. Il lui arrivait de regretter son ancien quartier, et l'attention constante portée à son intelligence pouvait être épuisante. Heureusement, Alexandre était devenu son ami le plus fidèle. Il l'avait présentée aux autres élèves et la défendait avec ferveur contre ceux qui osaient murmurer sur ses origines modestes. Après les cours, Émilie consulta son téléphone. Un message de Guillaume Moreau. « Grande nouvelle. Rendez-vous à la fondation après l'école. Amène Alexandre. » À son arrivée, sa mère l'attendait déjà. Maria avait complètement épanoui dans son nouveau rôle. Son empathie naturelle et son dévouement faisaient d'elle un pilier des programmes communautaires. Pourtant, ce jour-là, son sourire paraissait forcé. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Émilie aussitôt. Avant que Maria ne réponde, Guillaume fit irruption, enthousiaste comme toujours, Alexandre à ses côtés. « Émilie, la directrice d'admission du MIT m'a appelé personnellement après avoir vu ton projet scientifique. Ils veulent t'inviter à leur programme d'été pour jeunes esprits exceptionnels. »« Le MIT ?» s'exclama Émilie, incrédule. « Vraiment ? Vraiment ?» confirma Alexandre, sautant de joie. « Et papa a dit que je pourrais venir à Boston avec toi pour une partie du séjour. » Émilie se tourna vers sa mère, espérant partager son enthousiasme. Mais Maria gardait un air tendu. « C'est merveilleux, ma chérie, » dit-elle d'un ton faussement gai. Guillaume perçut immédiatement la gêne. « Madame Fernandes, tout va bien ?» Maria hésita, puis sortit une enveloppe de son sac. « C'est arrivé à notre ancien appartement. Madame Gauthier me l'a fait suivre.
Émilie prit la lettre, reconnaissant d'un coup d'œil l'écriture, bien qu'elle ne l'ait pas vue depuis des années. « C'est de papa », dit-elle d'une voix à peine audible. Le silence tomba dans la pièce. Roger Fernandez était parti 4 ans plus tôt, sans jamais envoyer une carte ou un mot. « Il dit qu'il vient à Paris », expliqua Maria en se tournant vers Guillaume. « Il veut voir Émilie. » Le visage de Guillaume s'assombrit. Après des années d'abandon, pourquoi maintenant? Émilie comprit soudain. « L'article, murmura-t-elle, celui qu'ils ont écrit dans Le Monde. » 2 semaines plus tôt, le grand quotidien français avait publié un portrait intitulé « La fille de la femme de ménage, le prochain prodige scientifique de la France ». L'article racontait son parcours de Saint-Denis à l'Académie Westfield, en mentionnant le soutien de Guillaume et ses exploits académiques exceptionnels. « Il ne s'est jamais soucié de mon cerveau avant », dit Émilie, la voix tremblante. « Il disait que c'était une perte d'argent d'acheter des livres pour moi. » Maria entoura ses épaules d'un bras protecteur. « Tu n'as pas besoin de le voir, ma chérie. » « Mais il reste légalement son père, » rappela Guillaume, son esprit d'homme d'affaires déjà en train d'évaluer les complications possibles. « A-t-il encore des droits de garde? »« Garde partagée, » admit Maria, même s'il ne s'en est jamais servi. Guillaume se mit à faire les 100 pas, son instinct protecteur envers Émilie, égalant désormais celui qu'il ressentait pour Alexandre. « Je vais demander à mes avocats d'examiner cela immédiatement, » déclara-t-il d'un ton ferme. « Pas besoin d'avocat, » déclara une voix douce depuis l'encadrement de la porte. « Juste un père qui veut renouer avec sa brillante fille. » Tous se retournèrent vers Roger Fernandez, appuyé nonchalamment contre la porte, bien plus élégant qu'Émilie ne s'en souvenait. Fini l'ouvrier du bâtiment au visage fatigué et aux vêtements tachés. Celui-ci portait une chemise repassée, un jean neuf, les cheveux coiffés et un sourire assuré. « Comment êtes-vous entré ici ?» demanda Guillaume Moreau sur la défensive. « J'ai dit à l'accueil que j'étais le mari de Maria, » répondit Roger avec un haussement d'épaule. « Ce que je suis toujours, techniquement. Nous n'avons jamais finalisé le divorce. » Maria se plaça aussitôt devant Émilie, la protégeant de son corps. « Tu dois partir, Roger. » « Maintenant. » Le sourire de Roger resta figé. Il regarda par-dessus son ex-femme, directement vers sa fille. « Dio mio, regarde-toi, princesse, comme tu as grandi. Et maintenant tu es célèbre. Ton vieux père a tout lu sur toi. » Émilie fixait cet homme qu'elle reconnaissait à peine. En le regardant, elle ne ressentait rien, sinon un vide glacé dans la poitrine. « Monsieur Fernandez, » dit Guillaume d'une voix ferme, chaque syllabe empreinte d'autorité. « Vous êtes sur une propriété privée. Vous n'avez pas été invité. Si vous souhaitez voir votre famille, prenez rendez-vous. »« Famille ?» répéta Roger, un éclat calculateur dans les yeux en observant le bureau luxueux. « Oui, c'est exactement pourquoi je suis ici. » « La famille, c'est tout, n'est-ce pas, monsieur Moreau? Je suis sûr qu'un homme comme vous, qui aime autant son fils, peut comprendre qu'un père veuille faire partie de la vie de sa fille. » L'allusion était claire, presque menaçante. Émilie fit un pas en arrière et se rapprocha d'Alexandre. « J'ai une proposition d'affaires qui pourrait intéresser tout le monde, poursuivit Roger. Après tout, ma fille a un don exceptionnel, et un tel talent mérite la bonne orientation. »« Elle a déjà toute l'orientation dont elle a passé besoin, » répondit Guillaume d'un ton froid. Roger esquissa un sourire plus tranchant. « Vraiment? Ou a-t-elle simplement ce que vous pensez qu'elle mérite? Parce que, à ce que je sache, je suis toujours son père, et les pères ont des droits. » Maria porta la main à sa bouche, bouleversée, tandis qu'Émilie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Après toutes ces années, Roger n'était pas revenu par amour, ni par remords. Il était revenu pour revendiquer ce qu'il considérait désormais comme un atout, sa fille prodige. « La sécurité va vous raccompagner, » déclara Guillaume en saisissant le téléphone. Roger haussa les épaules,
son sourire narquois aux lèvres. « Appelez-les si vous voulez. Mais sachez que j'ai déjà parlé à un avocat. En tant que père légal d'Émilie et détenteur d'une garde conjointe, j'ai des droits que même vos milliards ne peuvent effacer, Moreau. » Il se tourna vers Maria. « À moins, bien sûr, que tu préfères expliquer à un juge pourquoi tu m'as empêché de voir ma fille pendant des années. » Maria se raidit. « Tu nous as abandonnés, Roger. Tu as choisi de disparaître. » « Ou peut-être que j'ai été écarté, » répondit-il d'un ton mielleux. « Quand tu es devenu obsédé par le don d'Émilie, quand plus rien n'était assez bien, à moins que cela serve son petit génie. » Émilie s'avança, la voix tremblante mais ferme. « Ce n'est pas vrai. Maman a travaillé 2 emplois après ton départ. Elle s'est sacrifiée pour nous tous. » Le visage de Roger se radoucit soudain. « J'ai fait des erreurs, princesse. Je le reconnais. Mais te voir aujourd'hui, lire ce que tu as accompli, ça m'a donné envie de réparer les choses. » Guillaume, exaspéré, intervint. « Qu'est-ce que vous voulez exactement, Fernandez? » Roger prit un ton faussement tranquille. « Simple. Ma fille passe les week-ends avec moi, comme le prévoit la garde conjointe. Je participe à ses décisions scolaires. Et disons, une petite compensation pour mes conseils paternels. 50 000 € par mois. » Guillaume se leva d'un bond. « C'est du chantage. » Roger haussa les épaules. « Appelez ça comme vous voulez. Les tribunaux favorisent toujours les parents biologiques et les affaires de garde deviennent vite désordonnées. Imaginez les gros titres. Un milliardaire tente d'acheter l'enfant d'une famille immigrée modeste. Ce serait fâcheux pour tout le monde. » Alexandre, qui observait en silence, lança soudain « Mon père a de meilleurs avocats que toi. » Le sourire de Roger se glaça. De la bouche des enfants, il fixa Guillaume. « Jusqu'où iriez-vous pour protéger votre fils? Parce que moi, j'irai jusqu'au bout du monde pour ma fille. » L'ironie dans sa voix était tranchante. Le cerveau d'Émilie tournait à toute vitesse. Elle fit un pas en avant. « Je vais aller avec lui. »« Quoi ?» s'écria Maria. « Non, ma chérie, tu n'as pas besoin de faire ça, » dit Guillaume. « Juste pour le week-end, » précisa Émilie calmement, les yeux fixés sur Roger. « C'est son droit légal. Je veux entendre ce qu'il a à dire. » Roger parut déstabilisé, pris à son propre piège. « Bien, très bien, princesse. Nous avons beaucoup à nous dire. »« À une condition, » ajouta Émilie. « Tu ne demandes pas d'argent, ni maintenant, ni jamais. » La mâchoire de Roger se crispa. « Ça, c'est une affaire d'adulte. »« Non, » répondit Émilie sans détour. « C'est mon affaire. Si tu es vraiment revenu parce que tu tiens à moi, alors prouve-le. » Le silence s'abattit sur la pièce, tandis que le père et la fille se fixaient longuement. Puis Roger éclata d'un rire creux. « Tu es vraiment incroyable, toi. Très bien, pas d'argent. Pour l'instant, je viendrai te chercher vendredi après l'école. » Lorsqu'il quitta la pièce, Maria s'effondra sur une chaise, les larmes aux yeux. « Émilie, tu ne peux pas y aller. Tu ne sais pas de quoi il est capable. »« Je sais exactement de quoi il est capable, » répondit Émilie d'une voix calme, empreinte d'une sagesse bien au-delà de son âge. « C'est pour ça que je dois gérer ça moi-même. » Guillaume la regarda, impressionné. « Quel est ton plan? »« Découvrir ce qu'il veut vraiment, » dit-elle simplement. « Les gens se dévoilent d'eux-mêmes quand on leur laisse assez de cordes. » Alexandre la contempla, bouche bée. « Tu fais un peu peur parfois, tu sais. » Émilie sourit faiblement. « C'est ce qu'on m'a déjà dit. » Le vendredi suivant, Roger arriva à l'Académie Westfield dans un SUV flambant neuf qu'Émilie soupçonna immédiatement d'être loué pour l'occasion. Son appartement de banlieue, à Pantin, était petit, mais impeccablement propre, comme s'il venait d'être préparé pour une inspection. « Bienvenue chez toi », lança-t-il fièrement. « Ce n'est pas un penthouse parisien, mais ça ira. »« C'est très bien, » répondit Émilie en posant son sac de voyage.
Elle remarqua aussitôt l'absence totale de nourriture dans la cuisine et les étagères vides. « Tu travailles où maintenant ?» demanda-t-elle. « Oh, ici et là », répondit Roger d'un geste vague. « J'ai quelques affaires en développement. » Au fil du week-end, Émilie nota chaque incohérence dans ses histoires, chaque appel téléphonique chuchoté sur le balcon. Dimanche venu, elle avait mentalement rassemblé assez de preuves pour confirmer ses soupçons. Roger était fauché, probablement endetté, et la voyait comme un simple billet de sortie de crise. « J'ai réfléchi », dit-il un soir, en dînant d'un plat à emporter. « À ton avenir. Ces écoles d'élite, c'est bien, mais tu pourrais viser plus haut. Brevets, recherche privée pour les entreprises. C'est là qu'est le vrai argent. » « Oui, » répondit Émilie d'un ton pensif. « J'ai quelques idées qui pourraient être rentables. » Les yeux de Roger s'illuminèrent. « Tu vois, c'est pour ça que tu as besoin des conseils de ton père. Moreau se sert de ton cerveau pour sa réputation. Toi et moi, on pourrait créer notre propre société, Fernande et ses filles. Il faudrait du capital de départ, répondit Émilie en alimentant son illusion. Peut-être 500 000 € pour commencer. Exactement, s'exclama Roger sans se rendre compte du piège. Moreau pourrait facilement investir cette somme. Émilie posa sa fourchette. Mais tu as promis, pas d'argent. C'était notre accord. Le masque de Roger tomba un instant, laissant apparaître sa cupidité nue avant qu'il ne se reprenne. C'est différent, princesse. C'est pour ton avenir. Non, dit Émilie doucement. C'est exactement ce que je pensais. Tu ne tiens pas à moi. Tu n'as jamais tenu à moi. Le visage de Roger s'assombrit. Petite ingrate, tu ne comprends rien aux affaires d'adultes. Ta mère t'a monté la tête contre moi. Ma mère n'a rien eu besoin de dire, répliqua Émilie en se levant. Ce week-end, tu m'as montré qui tu étais vraiment. Je veux rentrer. Ici, c'est chez toi, hurla Roger, perdant son sang-froid. Je suis ton père. Tu crois que Moreau se soucie de toi? Tu n'es qu'un projet de charité pour lui, un moyen de se donner bonne conscience. Émilie rassembla ses affaires, les mains tremblantes, mais la voix ferme. Guillaume Moreau n'est peut-être pas mon père biologique, mais il est bien plus un parent que tu ne l'as jamais été. Roger la saisit par le bras. Tu ne vas nulle part. On avait un accord. Lâche-moi, prévint Émilie en sortant son téléphone. Ou j'appelle la police. Un instant, elle crut qu'il allait s'en prendre à elle. Puis il éclata d'un rire amer et la relâcha. Très bien, retourne à ta vie de rêve. Mais souviens-toi, le sang, c'est le sang. Je serai toujours ton père. Émilie s'arrêta sur le pas de la porte. La biologie ne fait pas le destin, papa. Nous sommes plus que notre ADN. En quittant l'appartement, traînant son sac derrière elle, elle ressentit un étrange sentiment de liberté. Elle avait affronté sa plus grande peur et en était sortie plus forte. Ce qu'elle ne vit pas, c'était le regard calculateur de Roger, tandis qu'elle s'éloignait, ni le coup de téléphone qu'il passa aussitôt. « Plan B », murmura-t-il. « La gamine est trop futée pour une approche directe. Il nous faut un moyen de pression. » Quelques semaines plus tard, le gala annuel de la Fondation Moreau était l'événement mondain de la saison, transformant le musée du Louvre en un écrin étincelant de luxe et de philanthropie. Sous la verrière du pavillon de nom, l'élite parisienne se pressait en robe de créateur et smokings impeccables, prête à sortir le carnet de chèques. Le thème de l'année, investir dans les esprits extraordinaires, avait attiré un nombre record de donateurs. Guillaume Moreau, près de la scène principale, séduisait les invités avec son charme habituel. À ses côtés, Alexandre s'agitait dans son smoking trop ajusté, tandis qu'Émilie, magnifique dans une robe bleu nuit choisie par Maria, répondait avec une aisance impressionnante aux questions sur ses recherches. Et votre algorithme de calcul quantique pourrait vraiment traiter les données climatiques aussi vite? Demanda le PDG d'une grande entreprise technologique. Émilie hocha la tête.
Les tests préliminaires montrent une amélioration de 400% par rapport aux systèmes actuels, avec un peu plus de développement. Elle essaie modeste, intervint fièrement Guillaume Moreau. L'équipe du MIT qui supervise son projet d'été a dit que c'était révolutionnaire. Ils discutent déjà d'un dépôt de brevet. Le PDG siffla d'admiration. J'aimerais parler des applications potentielles dans notre département de recherche. Peut-être autour d'un déjeuner la semaine prochaine. De l'autre côté de la salle, Maria observait la scène, partagée entre la fierté et une légère mélancolie. Dans sa robe noire élégante mais sobre, elle se sentait moins déplacée qu'autrefois, sans pour autant appartenir vraiment à ce monde. 6 mois à la fondation lui avaient appris à s'y adapter, mais cet univers deviendrait celui d'Émilie, pas le sien. « Votre fille est remarquable », commenta Eliane Winters, la chef de cabinet de Guillaume. « Tout le monde parle d'elle. »« Oui, » répondit Maria avec douceur. « Parfois j'ai peur qu'elle ne grandisse trop vite. »« Les enfants s'adaptent, » sourit Eliane. « Et elle semble heureuse. »« Heureuse ?» Maria se le demanda. Émilie brillait à l'école. Son travail suscitait l'intérêt d'institutions prestigieuses. Mais depuis quelque temps, Maria remarquait des ombres sous ses yeux, des instants de silence. Le week-end passé avec Roger, 2 mois plus tôt, l'avait affectée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle était rentrée en disant « Il est exactement l'égoïste que je pensais ». Pourtant, Maria sentait que cette rencontre avait rouvert une vieille blessure. Émilie avait peut-être secrètement espéré que son père l'aimerait pour ce qu'elle était, pas seulement pour son intelligence. « Mesdames et messieurs !» La voix de Guillaume Moreau résonna dans le micro, interrompant ses pensées. « Merci pour votre générosité exceptionnelle ce soir. Vos dons financeront des bourses pour des étudiants remarquables qui, comme Émilie Fernandez, n'auraient peut-être jamais pu réaliser leur plein potentiel. » La salle éclata en applaudissements pendant qu'il faisait signe à Émilie de le rejoindre sur scène. Elle s'avança avec assurance, affichant ce sourire parfait, appris depuis son entrée sous les projecteurs. « Il y a 2 ans, poursuivit Guillaume, cette jeune femme extraordinaire a sauvé la vie de mon fils grâce à son esprit brillant. Ce soir, j'ai l'immense plaisir d'annoncer la création de la Bourse Fernandez pour jeunes scientifiques exceptionnels, dont Émilie sera la première lauréate. » Les applaudissements redoublèrent tandis qu'un chèque symbolique de 2 millions d'euros était présenté. Les flashs crépitèrent, immortalisant le visage radieux de la jeune prodige. Mais les caméras ne virent pas. Alexandre quittait discrètement la scène. Lassé des discours, ni la porte du service s'entr'ouvrir pour laisser passer une silhouette qui, manifestement, ne faisait pas partie du personnel. Tandis que les présentations continuaient, Alexandre erra dans l'aile égyptienne du musée, fasciné par les sarcophages et les artefacts anciens. À 12 ans, il conservait encore cette fascination enfantine pour les momies et les malédictions. « Plutôt cool, hein ?» lança une voix derrière lui. Alexandre se retourna et aperçut une adolescente adossée à une vitrine. Elle lui semblait vaguement familière. Ses yeux sombres rappelaient ceux d'une personne qu'il connaissait. « Oui, » répondit-il prudemment. « Tu es là pour le gala ?»« Pas exactement, » répondit-elle en riant. « Je suis Lucia, la sœur d'Émilie. »« Oh, Émilie parle souvent de toi, mais je croyais que tu ne pouvais pas venir à cause de tes cours à la fac. » Le sourire de Lucia se crispa. « Changement de programme. En fait, je cherche Émilie. C'est une affaire de famille importante. Elle est encore sur scène avec mon père. Elle en a pour un moment avec tous ses discours, » expliqua Alexandre. « Tu pourrais me montrer un passage par derrière ?»« Je ne veux pas interrompre le grand moment, » dit Lucia d'un ton complice. Flatté, Alexandre accepta. « Bien sûr, il y a un couloir de service par ici. » En marchant, il parla de leur projet scientifique récent.
Lucia hochait distraitement la tête, consultant souvent son téléphone. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Tu sembles nerveuse. »« Rien de grave, juste des histoires de famille, » répondit-elle. « Mon père nous attend dehors. On doit parler à Émilie de quelques papiers pour l'appartement. »« Ton père? Tu veux dire… » « C'est bon, » coupa Lucia en atteignant une sortie latérale. « Je peux me débrouiller à partir d'ici. »« Mais cette porte mène au parking, » dit Alexandre. « Émilie est à l'intérieur. »« Je sais, » répondit Lucia, son ton devenant brusquement tendu. « Et toi, tu viens avec moi ?» Alexandre recula, confus. « Quoi ?» La porte s'ouvrit derrière lui. Roger Fernandez entra, accompagné d'un homme massif. « Bien joué, Lucia, » dit-il d'un ton approbateur. « Je ne fais pas ça pour toi, » répondit-elle froidement. « N'oublie pas notre accord. » Les yeux d'Alexandre s'écarquillèrent. « Vous êtes le père d'Émilie, celui qui voulait de l'argent. »« Garçon intelligent, » répondit Roger avec un sourire glacial. « Et maintenant, tu vas m'aider à l'obtenir. » De retour dans le grand hall, Émilie recevait les félicitations d'une file ininterrompue d'invités influents, son sourire de circonstance dissimulant l'épuisement qui la gagnait. Ces soirées la vidaient. Trop de bruit, trop d'attentes, trop de regards qui la voyaient comme un cerveau plutôt qu'une personne. En balayant la foule du regard, elle remarqua soudain l'absence d'Alexandre. Se faufilant discrètement entre les convives, elle partit à sa recherche. Près de l'aile égyptienne, elle croisa Guillaume, visiblement inquiet. « Tu as vu Alexandre ?» demandèrent-ils en même temps. Guillaume fronça les sourcils. Il devait rester près de la scène. Il s'est sûrement ennuyé, suggéra Émilie. Je vais vérifier du côté de la section égyptienne. Il adore les momies. Alors qu'elle se tournait pour partir, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Elle ouvrit le message et se figea, glacée d'effroi. Sur l'écran, une photo d'Alexandre, la peur dans les yeux, Roger debout derrière lui. Le texte disait « Parking est. Viens seul ou le gamin gâté aura un accident. Pas de moraux, pas de flics. 10 minutes. » Émilie releva la tête, son esprit tournant à toute vitesse, calculant chaque scénario possible. Elle ne pouvait pas dire la vérité à Guillaume. Roger était instable, imprévisible, et la vie d'Alexandre en dépendait. « Je crois savoir où il est, » dit-elle d'un ton maîtrisé. Il voulait voir la nouvelle exposition sur l'espace à l'étage. « Je vais le chercher. » Avant que Guillaume ne puisse répondre, elle s'éloignait déjà dans la foule, le cœur battant à tout rompre sous sa robe bleu nuit, portant à 12 ans un poids que même un adulte aurait eu du mal à supporter. Le parking était faiblement éclairé, d'un silence étrange après le faste du gala. Le bruit de ses talons résonnait sur le béton, tandis qu'elle avançait prudemment entre les rangées de voitures de luxe, son téléphone serré dans sa main. Sa robe, parfaite pour la soirée, lui semblait désormais trop lourde, trop encombrante. « Roger !» appela-t-elle, sa voix étonnamment stable, malgré la peur qui lui nouait la gorge. « Je suis là, seul, comme tu l'as demandé. » Un moteur démarra dans l'ombre. Des phares s'allumèrent d'un brusquement, l'aveuglant. Une SUV noire s'approcha et s'immobilisa à sa hauteur. La vitre passager se baissa, révélant Roger au volant. « Monte, princesse, et sans faire d'histoire. »« Où est Alexandre ?» demanda-t-elle sans bouger. Roger fit un signe de tête vers l'arrière. « La belle au bois dormant est juste là. » Émilie regarda à travers la vitre et aperçut Alexandre, affaissé contre la portière, immobile. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Sa voix trembla. « Calme-toi, juste un petit quelque chose pour qu'il dorme pendant le trajet. Il se réveillera avec un mal de tête, rien de plus. » Il déverrouilla les portières. « Maintenant monte, ou la dose augmente. » L'esprit d'Émilie se mit à calculer. Options, risques, issue probable, comme dans les algorithmes complexes qu'elle concevait.
Gagner du temps semblait être la meilleure stratégie. Où est Lucia? Le message venait de son téléphone. Le visage de Roger s'assombrit. Ta sœur a fait son choix. À toi de faire le tien. Tu montes ou pas? Jetant un dernier regard vers le musée, murmurant une excuse muette à sa mère et à Guillaume, Émilie monta dans le véhicule. Fille intelligente, grogna Roger en accélérant. J'ai toujours su que tu étais la plus futée. Pas comme toi, répliqua Émilie froidement. L'enlèvement est un crime passible d'au moins 20 ans de prison. Et si tu traverses une frontière d'État, ce sera pire. Ce que tu comptes faire, vu qu'on se dirige vers le pont. Roger éclata d'un rire sans joie. Voilà pourquoi tu vaux de l'or, Émilie. Ton cerveau voit tout, calcule tout. Et tu as raison. On part pour un petit voyage. Juste le temps que Moreau transfère assez d'argent pour qu'on disparaisse tranquillement. Il ne paiera pas, répondit Émilie avec certitude. Pas sans preuve qu'on est vivant. Et ça implique des contacts réguliers. Ils nous retrouveront. Oh, il paiera, répliqua Roger. Les riches paient toujours, quand la vie de leurs héritiers est en jeu. Il jeta un petit appareil sur ses genoux, un boîtier clignotant. Brouilleur de signal. Pas de GPS, pas de téléphone, pas de traces. Un cadeau du petit ami douteux de ta sœur. Le cœur d'Émilie se serra. Lucia t'a aidé à planifier ça? Pas exactement, admit Roger. Elle pensait juste qu'on ferait peur à Moreau pour qu'il paye ses études et mette de côté un peu d'argent pour ton frère. Elle ne sait pas que j'ai prévu des vacances plus longues. Émilie sentit à la fois la trahison et un étrange soulagement. Lucia n'aurait jamais accepté un vrai enlèvement. Cette information pourrait lui servir. Alors qu'il franchissait le pont vers la banlieue, Émilie observa Alexandre. Sa respiration était régulière, sa peau normale. Un léger sédatif, conclut-elle, rien d'immédiatement dangereux. Mais elle devait le réveiller, vite. 2 esprits valaient la mieux qu'un pour planifier une évasion. « Où allons-nous » demanda Émilie d'un ton faussement abattu, tandis que son esprit cartographiait mentalement leur trajet. « J'ai une planque au nord, isolée, confortable jusqu'à ce que l'argent soit transféré, » répondit Roger. « Et ensuite, tu crois vraiment pouvoir disparaître avec des millions? La police ne s'arrêtera pas, Guillaume non plus. » Les jointures de Roger blanchirent sur le volant. À ce moment-là, on sera dans un pays sans extradition. Juste toi et moi, princesse. L'implication la frappa comme un coup physique. Tu n'as jamais eu l'intention de ramener Alexandre, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement une question d'argent. L'argent compte, admit Roger. Mais le vrai trésor, c'est toi. Tu imagines ce que des entreprises paieraient pour avoir un accès exclusif à un esprit comme le tien? On parle de milliards, pas de millions. Émilie lutta pour garder sa voix stable. Donc, je suis ton plan de retraite, ton distributeur automatique personnel. Tu es ma fille, répliqua Roger, comme si cela justifiait tout. Ton don devrait profiter à ta famille avant tout. Alexandre fait partie de ma famille, lui aussi, répondit Émilie avec fermeté. Rien ne lui arrivera si Moreau coopère, coupa Roger. Mais on perd du temps. Donne-moi ton téléphone. Émilie obéit, tout en réfléchissant déjà 3 coups à l'avance. Pendant que Roger fixait la route, elle retira discrètement ses chaussures et décrocha le petit dispositif de suivi que Guillaume lui avait fait porter depuis la première intrusion de Roger. Déguisé en breloque en forme de phare sur son bracelet, le GPS s'activait par une séquence précise de pression. Feignant de vérifier l'état d'Alexandre, elle enclencha le signal, puis glissa l'appareil entre les coussins du siège. Même s'ils changèrent de voiture, le traceur mènerait Guillaume à ce SUV. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était le léger mouvement à côté d'elle. Alexandre sortant de sa torpeur. « M, murmura-t-il faiblement. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Les yeux de Roger se levèrent aussitôt vers le rétroviseur. « Fais-le taire. » Émilie serra la main d'Alexandre pour le prévenir. « On fait juste un tour, chuchota-t-elle. Reste calme. »
Alexandre cligna des yeux, la confusion laissant place à la compréhension lorsqu'il aperçut Roger au volant. Il ne paniqua pas. À la place, il serra la main d'Émilie en retour, signe silencieux de leur alliance. « Mon père nous retrouvera », souffla-t-il avec une certitude tranquille. « Non », répondit Roger en les entendant. « Pas là où on va. » Mais Émilie vit ce que Roger ne voyait pas. Au loin, le reflet rouge et bleu des gyrophares, se rapprochant à chaque seconde. « Je n'en serais pas si sûre, » dit-elle, un éclat d'espoir naissant dans sa voix. Roger vérifia ses rétroviseurs et jura en apercevant la voiture de police. « Quelqu'un a dû nous voir partir. Accrochez-vous. » Le SUV bondit lorsque Roger enfonça l'accélérateur, zigzagant à travers le trafic. Le mouvement brusque projeta Émilie et Alexandre contre leur ceinture. Alors que le véhicule filait à toute allure sur l'autoroute, Émilie prit une décision éclair. Elle détacha la ceinture d'Alexandre, puis la sienne. « Quand je dis maintenant, roule-toi par terre et protège ta tête, » murmura-t-elle. Alexandre hocha la tête, le visage pâle mais résolu. Roger, concentré sur la fuite, ne remarqua rien, tandis qu'il prenait une bretelle de sortie à une vitesse dangereuse. Émilie vit leur ouverture. Maintenant, pendant ce temps, le siège de la Fondation Moreau bourdonnait d'activité à 2 heures du matin. La salle de conférence élégante avait été transformée en centre de crise improvisé. Policiers, agents du FBI et experts en sécurité privée s'y pressaient dans un chaos méthodique. Des cartes recouvraient un mur, des écrans affichaient des flux de caméras sur un autre, et les téléphones sonnaient sans répit. Guillaume Moreau, au centre de la tempête, avait ôté sa veste de smoking, retroussé ses manches, le visage tendu, la peur contenue. « Je me fiche des problèmes de juridiction », lança-t-il dans son téléphone. « C'est de mon fils qu'on parle. »« Oui, et d'Émilie Fernandez aussi. Non, je ne vais pas attendre. » De l'autre côté de la pièce, Maria restait immobile sur sa chaise, les mains si crispées que ses jointures en étaient blanches. À côté d'elle, Lucia sanglotait doucement, une ecchymose marquant sa joue là où les agents de sécurité de Guillaume l'avaient interceptée alors qu'elle tentait de fuir le musée. « Je vous jure que je ne savais pas, » répétait-elle pour la 10e fois. « Il m'a dit qu'il voulait juste te faire peur pour obtenir de l'argent. Il a promis que personne ne serait blessé. » Maria ne parvenait même plus à la regarder. La trahison était trop douloureuse. Le commissaire Rivera s'approcha, grave mais compatissant. « Madame Fernandez, nous devons reprendre la chronologie. À quel moment exact avez-vous vu Émilie pour la dernière fois ?» Maria raconta les faits d'une voix mécanique, vidée par le choc. Guillaume les rejoignit, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. L'expression d'un homme prêt à tout perdre, sauf l'espoir. La patrouille d'autoroute les a perdus près de la frontière de l'État, rapporta un agent d'un ton sombre. Mais notre équipe de sécurité suit le signal GPS d'Émilie. Il est toujours actif, se déplaçant vers le nord sur des routes secondaires. Ce que je ne comprends pas, intervint le commissaire Rivera, c'est comment Fernandez a su pour le traceur ou comment y accéder. Tous les regards se tournèrent vers Lucia, qui se recroquevilla sous le poids de leurs yeux. Il la suivait depuis des mois, avoua-t-elle entre 2 sanglots. Après avoir lu l'article de journal, il est devenu obsédé. Il disait tout le temps qu'elle était son ticket d'or. « Et tu l'as aidé », déclara Guillaume, la voix dangereusement calme. « J'étais jalouse », éclata Lucia. « Tu sais ce que c'est, d'être la sœur oubliée ? Émilie a tout. Les louanges, les opportunités, les écoles prestigieuses. Et nous, moi, Miguel, on n'est que les enfants ordinaires, ceux pour qui personne n'investit. » Maria se tourna enfin vers sa fille, son visage mêlant colère et douleur. « Alors tu as aidé cet homme à kidnapper ta sœur de 12 ans et un garçon innocent ?»« Je croyais qu'il voulait juste parler à M. Moreau, » protesta Lucia.
le convaincre qu'Émilie n'est pas la seule à mériter une chance. Guillaume fit un pas en avant, ses yeux flamboyants. « Tu crois que je n'aurais pas aidé toute votre famille si vous me l'aviez demandé? Que j'aime voir des frères et sœurs divisés par les opportunités? Par pitié, j'ai grandi pauvre, moi aussi. Je sais ce que c'est d'être oublié. » Lucia le regarda, interloquée. « Quoi? » Mon père travaillait 3 emplois pour m'envoyer à l'université. Continua Guillaume, la voix tremblante d'émotion. Ma sœur a dû abandonner ses études pour aider à payer les factures. J'ai fondé cette organisation parce que je sais que le talent peut surgir n'importe où et qu'aucun enfant ne devrait être laissé derrière à cause de sa naissance. Ces mots flottèrent dans l'air, lourds de vérité. Lucia n'avait jamais pris la peine d'apprendre quoi que ce soit du passé de Guillaume, persuadée qu'il avait toujours été riche. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Tu n'as pas demandé, » répliqua-t-il sèchement. « Tout comme tu n'as pas demandé ce que Roger comptait réellement faire à Émilie et à Alexandre. » Un tumulte à la porte coupa court à la discussion. Un agent de sécurité entra précipitamment. « Monsieur, on a quelque chose. La patrouille a retrouvé le SUV. Il s'est écrasé sur la route 87, à environ 100 km au nord de la ville. » Maria poussa un cri de détresse. « Oh, Dio mio, ils sont... » « Aucun corps sur place, » précisa vite l'officier. « Mais des traces de blessures, du sang sur l'airbag passager. Et ceci. » Il brandit un petit sachet plastique contenant le traceur GPS brisé d'Émilie. Guillaume enfila sa veste. « Je veux l'hélicoptère prêt dans 5 minutes. Prévenez tous les hôpitaux dans un rayon de 50 km autour du crash. » Monsieur Moreau, tenta Rivera, c'est désormais une affaire de police. Vous ne pouvez pas... Ne m'en empêche pas, coupa Guillaume sèchement. C'est mon fils qui est dehors. Et Émilie. Il jeta un regard à Maria. Elle fait partie de la famille, elle aussi. Maria se leva, la détermination remplaçant le choc. Je viens avec vous. Alors qu'il se préparait à partir, Lucia cria « Attendez, il y a autre chose que vous devez savoir. » Elle essuya ses larmes et redressa les épaules. Roger a une cabane de chasse, celle de son oncle. Il nous y a emmenés une fois, il y a des années, avant de partir. C'est quelque part près de Phénicia, dans les montagnes des Catskills. Maria la fixa abasourdie. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt à la police? Je ne m'en souvenais pas, avant maintenant, avoua Lucia. C'était il y a si longtemps, mais il disait toujours que c'était l'endroit parfait pour disparaître. Guillaume transmit aussitôt l'information aux forces de l'ordre, puis se tourna vers Lucia. Si on les retrouve grâce à ça, ça n'effacera pas ce que tu as fait, mais ce sera un début. Quelques heures plus tard, à l'aube, l'hélicoptère médical atterrit au centre hospitalier de Lyon. 2 brancards furent sortis de l'appareil en urgence. Des infirmiers s'affairant autour, criant des constantes et des protocoles. Sur le premier, Alexandre Moreau, un bandage autour de la tête et un masque à oxygène, était conscient, ses yeux cherchant désespérément le second brancard. Là reposait Émilie Fernandez, livide, un tuyau de perfusion injectant du sang dans son bras, le personnel médical comprimant une plaie sur son flanc. Guillaume et Maria couraient à côté, le visage ravagé par la peur et l'espoir mêlés. « Que s'est-il passé ?» cria Maria en prenant la main glacée de sa fille. « Émilie, Mika, tu m'entends ?» Alexandre retira son masque d'oxygène, haletant. « Elle nous a sauvés, souffla-t-il. Elle nous a tous sauvés. »« Économise tes forces, mon fils, » murmura Guillaume, la voix brisée. « Non, papa, tu dois savoir, » insista Alexandre. « Quand la voiture s'est écrasée, Émilie m'a tiré dehors. Mais Roger avait un couteau. Elle l'a combattu jusqu'à l'arrivée de la police, mais il l'a poignardé. » Maria poussa un cri de désespoir alors que les médecins emmenaient Émilie au bloc opératoire. « Roger ?» demanda Guillaume d'une voix dure. « Mort, »
confirma Alexandre gravement. Il est passé par-dessus la rambarde quand les policiers ont tenté de l'arrêter. Il y avait un ravin. Guillaume serra son fils dans ses bras, submergé à la fois par le soulagement et la culpabilité. « Je suis tellement désolé, Alexandre. J'aurais dû vous protéger, toi et Émilie. »« C'est Émilie qui m'a protégé, » répondit le garçon d'une voix étonnamment ferme. « C'est la personne la plus courageuse que je connaisse. » Pendant que l'équipe chirurgicale luttait pour sauver la vie d'Émilie, Maria et Guillaume montèrent la garde à l'extérieur du bloc opératoire. Les heures passèrent dans un silence tendu, seulement interrompu par les appels téléphoniques de Guillaume, tenant informés la Fondation et la police. Enfin, le chirurgien apparut, la fatigue lisible sur son visage. Maria se leva d'un bond, le corps tremblant. « Elle est stable », annonça-t-il en retirant sa charlotte. Le couteau a manqué les organes vitaux de quelques millimètres. Elle a perdu beaucoup de sang, mais elle est jeune et forte. Avec du repos et du temps, elle se remettra complètement. Le soulagement fut si intense que les jambes de Maria cédèrent. Guillaume la rattrapa, les larmes aux yeux. « Pouvons-nous la voir » demanda-t-il. Brièvement, acquiesça le chirurgien. Elle est encore sous sédatif, mais elle se réveillera bientôt. Dans la salle de réveil, Émilie paraissait minuscule et fragile au milieu des machines. Son visage, d'ordinaire lumineux, était pâle, ses longs cils dessinant des ombres sur ses joues. Maria s'approcha doucement, replaça une mèche sur le front de sa fille et murmura « Mi niña valiente ». Guillaume, debout au pied du lit, déclara gravement « Je ne laisserai plus jamais rien lui arriver, Maria. Je te le jure. » Comme si elle avait entendu leur voix, les paupières d'Émilie frémirent. « Alexandre » souffla-t-elle faiblement. « Il va bien » assura Maria en serrant sa main. « Grâce à toi. » Les yeux d'Émilie s'ouvrirent complètement, retrouvant peu à peu conscience. Elle aperçut sa mère, Guillaume, puis la silhouette d'Alexandre dans un fauteuil roulant, une infirmière à ses côtés. « Je vous l'avais dit qu'elle irait bien », lança le garçon avec un sourire tremblant. « Émilie est trop intelligente pour mourir. » Un léger sourire effleura les lèvres pâles d'Émilie avant qu'elle ne replonge dans le sommeil. Maria se tourna vers Guillaume. « Et maintenant » demanda-t-elle. Le milliardaire resta un moment silencieux, fixant les deux enfants dont les destins s'étaient entremêlés aux siens. Puis il répondit doucement « Maintenant, nous devenons la famille qu'ils méritent, tous les deux. » 5 ans plus tard, l'auditorium de la Fondation Moreau affichait complet pour la cérémonie annuelle des bourses futurs innovateurs. L'atmosphère vibrait d'excitation. Des lycéens venus de tout le pays, souvent issus de milieux modestes, attendèrent de savoir s'ils allaient se bénéficier de l'opportunité qui avait changé la vie d'Émilie Fernandes. À 17 ans, Émilie se tenait à la tribune, non plus l'enfant timide qui avait autrefois bouleversé la vie d'un milliardaire, mais une jeune femme assurée, au seuil d'un avenir brillant. La cicatrice fine sur son flanc n'était plus qu'une ligne argentée, symbole du jour où les familles Moreau et Fernandes s'étaient liées à jamais. « Il y a 5 ans, commença-t-elle d'une voix claire et assurée. On m'a offert une chance qui a transformé ma vie et ma vision de ce qui est possible. Aujourd'hui, nous offrons cette même chance à 50 jeunes exceptionnels qui, autrement, n'auraient peut-être jamais pu révéler tout leur potentiel. » Au premier rang, Maria observait sa fille avec une fierté silencieuse. À côté d'elle, Guillaume paraissait l'incarnation même du succès, mais avec la sérénité d'un homme qui avait trouvé un sens à sa fortune. À sa droite, Alexandre, 16 ans désormais, souriait à sa meilleure amie. L'épreuve qu'ils avaient traversée avait forgé un lien plus fort que l'amitié. Sans partager le même sang, ils étaient devenus frères et sœurs de cœur. Avant d'annoncer les lauréats de cette année, poursuivit Émilie, je veux rendre hommage à une personne dont le courage et la rédemption nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour choisir une meilleure voie.
Elle se tourna vers une jeune femme assise à côté de Maria. Ma sœur, Lucia Fernandez Moro, dont le programme pour les étudiants de première génération est devenu l'un des piliers de notre fondation. Âgée de 21 ans et étudiante à l'Université de Columbia, Lucia rougit sous les applaudissements. Son parcours, de sœur jalouse à militante dévouée, n'avait pas été facile. Mais avec le temps, la thérapie et un vrai repentir, elle avait regagné la confiance de sa famille et trouvé sa vocation. Aider ceux qui, comme elle, avaient eu besoin d'une seconde chance. Et n'oublions pas mon petit frère, Miguel, ajouta Émilie avec un sourire. Son talent artistique nous rappelle chaque jour que la brillance prend bien des formes. Le jeune Miguel, 14 ans, rayonna depuis son siège, serrant contre lui son portfolio d'illustrations primées. Il ne vivait plus dans l'ombre du génie de sa sœur. Il s'épanouissait enfin dans une famille unie où chaque lumière avait sa place. Alors qu'Émilie annonçait les lauréats des bourses, Guillaume repensa au parcours extraordinaire qui les avait menés jusqu'à cet instant. Après l'enlèvement, il avait légalement adopté Miguel et Lucia, avec la bénédiction de Maria, formant une famille recomposée qui défiait toutes les définitions traditionnelles. Maria était devenue la directrice exécutive de la Fondation Moro, son empathie naturelle et sa connaissance intime des difficultés rendant son jugement inestimable pour repérer les candidats méritants. Sous sa direction, la Fondation avait élargi sa mission. Elle ne soutenait plus seulement les prodiges académiques, mais aussi les artistes comme Miguel, les jeunes entrepreneurs comme Lucia, et tant d'autres talents qui, sans aide financière, seraient restés dans l'ombre. Après la cérémonie, alors que l'auditorium se vidait, Alexandre attendait Émilie dans les coulisses. « Stanford va devenir fou quand ils liront ton mémoire final », plaisanta-t-il en la bousculant gentiment. Des solutions de calcul quantique pour la prévision climatique, quelle frimeuse. Émilie éclata de rire. Dit celui qui vient d'être accepté au MIT à 16 ans. On forme une sacrée équipe. Papa dit qu'on pourrait diriger la fondation ensemble un jour, si on le souhaite, répondit Alexandre. Le regard d'Émilie s'adoucit. J'aimerais bien, murmura-t-elle. Après qu'on aura guéri quelques maladies et résolu la crise énergétique, bien sûr. Alexandre esquissa un sourire. Évidemment, rien de trop ambitieux. Ils rejoignirent la salle de réception, où leur famille peu conventionnelle s'était rassemblée. Guillaume discutait avec Maria d'un projet d'expansion internationale pour le programme de bourse, tandis que Lucia aidait Miguel à installer ses œuvres pour une petite exposition. La scène paraissait banale, et pourtant, elle était extraordinaire. « Tu pensais encore à lui parfois ?» demanda doucement Alexandre, sachant qu'elle comprendrait qu'il parlait de Roger. Émilie resta silencieuse un moment. « Parfois, oui, » admit-elle. « Pas avec colère, juste avec tristesse. Il n'a jamais su voir au-delà de ce que mon esprit pouvait lui rapporter. Il ne m'a jamais vraiment vu. »« Nous, on te voit, » répondit Alexandre simplement, désignant leur famille d'un geste. Un vrai sourire éclaira le visage d'Émilie. « Je sais. » Plus tard dans la soirée, sous le ciel étoilé de Le Ciel de Paris, la famille Fernandez Moro se réunit sur la terrasse jardin de leur maison commune. Guillaume leva son verre. À notre passé qui nous a façonnés, au présent qui nous unit, et à l'avenir que nous construirons ensemble. Et aux secondes chances, ajouta doucement Lucia. À la famille, dit Alexandre. Aux rêves, murmura Miguel. Maria serra la main d'Émilie. À l'impossible qui devient possible, dit-elle, les yeux brillants de larmes de joie. Émilie regarda autour d'elle, ces visages qui représentaient désormais tout son univers. Non pas à cause de son intelligence, mais grâce à quelque chose de bien plus rare et précieux, l'amour inconditionnel. À nous tous, dit-elle enfin. Imparfait, inattendu, mais exactement à notre place.
Les verres s'entrechoquèrent sous le ciel infini, et Émilie sentit la dernière pièce de son cœur se refermer. Son voyage avait commencé par une simple observation dans une chambre d'hôpital, un moment où son esprit brillant avait vu ce que d'autres avaient manqué. Mais son véritable don ne résidait pas dans ce que son intelligence pouvait accomplir pour les autres. C'était d'avoir découvert qu'elle avait de la valeur pour ce qu'elle était, au-delà de son génie. Au fond, la plus belle équation qu'elle ait jamais résolue n'avait rien à voir avec la physique quantique ni les mathématiques. C'était la formule parfaite, lumineuse, d'une famille créée non par le sang, mais par le choix. Et à cet instant, entourée de ceux qui l'aimaient pour ce qu'elle était, Émilie Fernandez Moreau sut que là résidait sa véritable forme de génie.